Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je dédie ce podcast à toutes celles et ceux qui en ont marre de ce parcours de flamme jumelle. Bien sûr, tout comme vous, il m'arrive encore de ressentir une lassitude de ce chemin ou de cette incarnation. Pour ma part, ce n'est pas le parcours de flamme jumelle lui-même qui me pèse, mais plutôt toute l'atypie que je vis dans cette incarnation-ci. Car être flamme jumelle, ce n'est pas qu'être coincé dans un parcours, mais c'est avoir choisi une incarnation différente. Et au sein du parcours lui-même, j'ai fait encore d'autres choix différents de la narrative collective flamme jumelle. Je vais vous repartager ici mon approche qui pourra peut-être déjà vous donner un premier recul par rapport à votre chemin. Les événements de l'actualité n'étant pas les plus heureux, je dirais, c'est un euphémisme, eh bien il m'importe encore plus de vous accompagner dans ce moment-ci. Autant cette crise nous permet de voir la profondeur des choses, la réalité derrière la façade, autant vous verrez que la lumière n'a jamais été aussi visible et aussi puissante. Cette époque fantastique permet de dévoiler l'émergence, d'être merveilleux, d'être plein d'amour ou plein de bonté et de qualité dont vous faites partie et que j'ai la chance de côtoyer. Je vous rappelle le lien que je fais entre les événements socio-économiques que nous vivons actuellement et une nuit noire de l'âme planétaire. Et donc, à travers ce qui est visible et vécu sur la planète, eh bien, en tant qu'âme jumelle, flamme jumelle, nous revivons une seconde nuit noire de l'âme. Celle-ci est à l'échelle de notre humanité, de la personne que nous constituons tous ensemble. Une partie de cette humanité est, je dirais, dans le coma et une autre partie observe depuis l'endroit de la conscience. Mais les deux ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir vivre cette expérience. Cet événement peut rajouter certes de la densité, de la lourdeur à notre propre vécu, mais d'après moi, en tant qu'être ultra sensible, eh bien, nous disposons de l'acuité pour vraiment percevoir ce qu'il y a au fond de cette expérience. La nature vous a doté de la patience, du courage, de l'intelligence et de la force d'âme pour traverser toutes les épreuves de la vie, autrement vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Nous voyons clairement qu'il y a deux forces opposées en présence, présentant l'une et l'autre un récit différent. Et que ce soit à un niveau macro ou à un niveau micro, eh bien, il nous est demandé à chaque instant de faire un choix. Je vous explique cela pour vous partager que à chaque instant dans mon parcours, j'ai fait des choix qui étaient différents de la narrative du concept de flamme jumelle. J'avais déjà ma propre spiritualité avant de rencontrer le concept de flamme jumelle et je n'ai adopté que les aspects qui pouvaient me faire grandir. Donc, par exemple, au niveau de la gémellité, cela était tout à fait inédit pour moi et donc ce concept m'a énormément apporté de compréhension à ce niveau-là. Mais pour des aspects plus ésotériques, eh bien, j'ai préféré m'en distancier. Par exemple, l'idée d'une âme scindée en deux, ce n'est pas qu'elle me parle ou qu'elle ne me parle pas, mais elle ne m'apporte pas d'avancement. Lorsque une âme fait le choix
de venir s'incarner sur Terre et expérimenter la vie, eh bien, quelque part, elle se sépare déjà de la source. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de me rajouter une blessure de séparation supplémentaire avec un autre. Alors, c'est sûr qu'avec ma cognition d'Asperger, eh bien, mon approche est différente, car j'ai du mal à adhérer à une vision de la vie et des choses qui ne serait pas cohérente ni utile. Et donc, selon mes croyances, la vie, le tout, Dieu, la source, vient s'expérimenter à travers chacun de nous. Il ou elle se goûte à travers nous, à travers l'expérience que nous menons en tant qu'humains, en tant qu'humanité, en tant que nature, en tant qu'animaux, en tant que planète et en tant qu'univers. Et donc, quoi qu'il arrive, des phénomènes extérieurs, je ferai toujours le choix de l'amour et de la conscience. Et donc, de la même façon, dans mon parcours d'âme jumelle et de flamme jumelle, je me distancie de toute information qui ne résonnerait pas ou qui m'empêcherait de goûter à l'amour, que ce soit de moi, de mon autre ou des autres. Et donc, je crois que nous avons vraiment la liberté dans notre incarnation de choisir le récit ou la narration qui va vers notre développement, notre réalisation jusqu'à notre nature, notre essence profonde qui est l'amour. Et plus pragmatiquement, eh bien, j'ai choisi la narration qui me permettra d'être la plus détendue dans mon parcours. Je ne dis pas que cette approche correspond à un sens profond de la vie, je dis juste que c'est un outil qui me permet d'être en cohérence avec moi-même, avec ce chemin amoureux et qui me rend simplement heureuse. Pour être franche, ce parcours de flamme jumelle ne m'a intéressée véritablement que dans le potentiel qu'il offrait de compréhension d'un nouveau type de relation et d'amour qui correspondrait à un nouveau paradigme que je ressens en moi. En revanche, j'ai plutôt écarté tout l'aspect de travail qu'il y avait à faire sur soi pour atteindre la complétude, chose que je n'ai jamais visée, et maintenant vous comprenez mieux pourquoi. Mais encore, je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise avec une forme de tyrannie qu'on aurait envers soi et par rapport à un travail à fournir. Donc, si vous aviez choisi la narration qui exigeait de vous un travail spirituel quelconque, un travail intérieur, eh bien, je vais vous partager un point de vue qui va pouvoir mettre cela en perspective. Lorsqu'on me dit qu'on en a marre de ce parcours, eh bien, ce que j'entends, c'est que il est possible qu'on en ait marre d'une certaine fluctuation émotionnelle qu'on ressent face à ce parcours. L'énergie de la peur étant hyper toxique, aller tout le temps se confronter à sa peur et réveiller ses blessures peut engendrer de grosses fatigues et un gros épuisement. Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. Dans mon cas, eh bien, ce travail s'est opéré un peu naturellement. C'est-à-dire que plus j'observais mon compagnon, plus cette observation me ramenait à moi-même puisque nous avons les mêmes problématiques. Donc c'est quelque chose qui s'opère en soi, naturellement. Je n'ai pas dû aller chercher le travail. Ensuite, en faisant connaissance, eh bien, il y a aussi tout le phénomène de miroir qui nous renvoie vers nous-mêmes et qui nous amène à puiser au fond de nous-mêmes. Et donc, je n'ai pas connu d'impact émotionnel toxique lié à proprement parler à
un ou des agissements de mon compagnon. C'est plutôt nos différences qui au départ ne m'étaient pas fort compréhensibles, puisque je traduisais tout à travers mes propres lunettes, qui pouvaient présenter un inconfort. Étant de nature plutôt yin et aussi diagnostiquée Asperger, à mon avis, je rencontre moins de soucis de dépendance relationnelle que d'autres personnes. En revanche, ce que j'ai observé, c'est que ma façon de fonctionner cognitivement me branchait sur un sujet donné ou sur une énigme et que mon cerveau ne lâchait rien tant que je n'avais pas trouvé une solution à l'équation que je visualisais comme en mathématiques. Ce fonctionnement existe sans doute aussi chez les hauts potentiels. En tout cas, je sais que chez les très hauts potentiels, il est dit qu'ils sont beaucoup plus tenaces et donc plus déterminés et persévérants. Et donc, plutôt que de vous croire atteint d'une maladie qui serait la dépendance affective, eh bien, questionnez-vous, est-ce que ne s'agirait-il pas tout simplement de votre fonctionnement cognitif? Je vous avoue que moi, le jour où j'ai trouvé la clé de cette équation, tout s'est complètement détendu en moi, tout s'est complètement relâché dans mon cerveau. Et donc, quelle que soit la vérité derrière que je ne détiens pas, vous voyez que je choisis toujours le récit qui va me permettre de me détendre. C'est-à-dire que j'ai commencé mon parcours spirituel en arrêtant d'être mon propre pervers narcissique intérieur. Il y avait certes une voix intérieure avant cela qui me massacrait, qui me descendait, qui me disait à quel point j'avais de nouveau tout merdé, à quel point j'étais pas efficace, à quel point je faisais pas comme il fallait. Vous voyez la voix dont je parle? Et donc, avant d'objectiver si on n'est pas en train de vous tyranniser à l'extérieur, eh bien, essayez d'être à l'écoute de toutes les voix qui sont à l'intérieur de vous et d'observer s'il n'y en aurait pas une qui est finalement ce véritable pervers narcissique dont on a peur à l'extérieur. Lorsqu'il apparaît à l'extérieur, lorsque le pervers narcissique se manifeste dans notre réalité, c'est vraiment la double peine pour nous montrer le chemin. Parce que, étant en premier lieu cette voix à l'intérieur de nous, eh bien, je peux vous dire que les deux ensemble, c'est extrêmement fatigant et donc usant. Et donc, je comprends qu'on puisse en avoir marre. Je vous invite alors à repérer cette petite voix en vous et de l'apaiser, de l'accompagner comme un bon parent bienveillant. Il est fort probable que la personne que vous croyez être votre pervers narcissique se voit transformée sous votre propre transformation et votre propre interprétation. Je parle en connaissance de cause car en tant que personne autiste qui me met en retrait de la relation, eh bien beaucoup de personnes au potentiel sont vues de façon biaisée par moi. Le haut potentiel ayant un grand besoin relationnel d'une grande intensité, eh bien parfois je ressens cela comme de l'abus, tout en pouvant reconnaître que la personne est quelqu'un de bienveillant. Ce que je mets en évidence ici, ce n'est pas qui a tort, qui a raison, de nouveau, c'est de comprendre la pluralité de cognitions. C'est quelque chose qui me fascinera toujours, mais aussi le potentiel de mariage, donc d'harmonie entre eux, entre les différents aspects de la cognition, mais aussi le potentiel de drame engendré. Et donc, parmi les raisons d'en avoir marre de ce lien ou de ce parcours, eh bien, il s'est détaché 6 thèmes pour moi
Peut-être qu'il y en a certainement plus. Je vous invite alors à me les partager en commentaire. Mais dans ma tâche, j'ai dégagé 6 grands thèmes. Le premier, c'est de faire face à des difficultés uniques dans la relation. Alors ici, je vous les cite à la queue leu, il n'y a pas d'ordre d'importance ni hiérarchique. Le deuxième thème qui puisse nous impacter émotionnellement, c'est le choc et ensuite le soulagement de découvrir qu'on serait flamme jumelle ou âme jumelle ou sur ce parcours de flamme jumelle. C'est quelque chose dont on parle très peu mais qui n'est pas négligeable. Tout cela a un impact et donc un coût énergétique sur nous et tout ce qui est émotionnel s'imprime dans le corps. Alors le troisième thème, c'est le fait d'inspirer, d'insuffler ou inciter carrément l'autre à prendre conscience de ce qui se passe, de la nature du lien et de cet amour incroyable qu'il y a entre vous et lui. Cette démarche-là s'accompagne bien sûr de nos blessures, c'est ce qui la rend si périlleuse et malheureusement elle s'accompagne aussi souvent de solitude. Le quatrième thème que j'ai dégagé, c'est la perte d'espoir. La perte d'espoir de retrouver l'autre, mais même et aussi la perte d'espoir d'avoir une vie normale lorsqu'on le retrouve. Ce que bon nombre de personnes qui ne sont pas encore en retrouvailles ni en réunion oublient ou alors ne perçoivent pas ou n'ont pas conscience, c'est qu'il s'agit vraiment de la rencontre et du potentiel de communion de deux atypies et donc de deux différences, de deux particularités et deux spécificités. Ce qui signifie que même en réunion, eh bien, les choses ne sont pas pour autant plus simples. Certes, vous rêvez de cela et je le comprends bien, mais c'est un vrai défi de chaque instant. Autrement, vous n'aurez pas autant de mal à concrétiser cette relation. Le cinquième thème, et pas des moindres, ce sont les arrangements et les aménagements possibles dans cette relation. Car quoi qu'il en soit, il faudra avant tout faire avec ce qui est. La personne qui s'ouvre à vous en amour, elle accepte quelque part de le faire car elle a confiance en vous, elle a confiance dans le fait que vous allez l'accueillir et l'aimer telle qu'elle est. Et la découvrir véritablement telle qu'elle est aussi une expérience. Et donc, il est possible que dans ce parcours, dans ce processus, elle ne lâche rien tant qu'elle ne sent pas que vous soyez prête ou prêt. Et voilà mon dernier et sixième thème qui est la recherche d'une aide extérieure. Car ne nous mentons pas, cette situation et cette relation est tellement atypique, étrange que seul je trouve que il faut vraiment être balèze. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez, je suis accompagnée par un psychologue. Et dans ce dernier thème, eh bien, je vous rappelle que la recherche d'aide commence toujours par soi, par aller puiser dans nos propres ressources intérieures. Je vous invite à aller contacter cet espace à l'intérieur de vous où tout se crée et où toutes les informations ont toujours été là. Ce serait alors l'espace d'amour en vous. Lorsque je suis au contact de cet espace, eh bien, les informations que je recherche à l'extérieur se syntonisent à cette même vibration. Et donc, lorsque ce n'est pas le cas, lorsque l'information à l'extérieur ne vibre pas l'amour, eh bien, à la longue, en effet, je peux en avoir marre de cette surcharge d'informations. Et aussi, travailler sur moi ou m'acharner à un travail sur moi-même
ne dénoterait pas du tout d'un amour ou d'une bienveillance envers moi-même. D'un point de vue neurobiologique, je sais que la peur prend naissance dans un cerveau plus ancien, donc le cerveau limbique. Toutefois, les informations triées par ce cerveau-là, si elles ressemblent de près ou de loin à un vécu douloureux et traumatique, eh bien, ces informations sont directement renvoyées au cerveau encore plus archaïque qui est le cerveau reptilien. C'est celui-ci qui va prendre les commandes et réagir par le combat, la fuite ou la soumission. Ce cerveau étant le plus ancien et celui qui nous a protégés des dangers à l'origine. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer sa vitesse opérationnelle, c'est j'ai peur, je me casse. Donc je ne vais même pas essayer d'aller le contrer. Sachant cela, eh bien, je n'ai même pas essayé de travailler dessus puisque cela me paraît impossible. Quelqu'un qui a été traumatisé va s'adapter en permanence, qu'il y ait danger ou pas d'ailleurs. J'ai donc accepté que ma biologie était ainsi faite et que je n'allais pas passer ma vie à travailler dessus. Et donc, je l'accueille. Je ne saurais pas empêcher cette réaction car elle est trop rapide. Elle est plus rapide que la vitesse de la pensée. La pensée qui, elle, sera beaucoup plus constructive lorsque elle prendra naissance dans le néocortex, le cerveau plus récent. Et cela n'arrive que au terme d'un apaisement de l'émotion. Et donc, qu'est-ce que j'en fais de cette émotion qui naît? Eh bien, je l'accueille aussi. Je la laisse tout simplement me traverser. La seule différence maintenant, c'est qu'il y a un espace à partir duquel je peux me recréer. Et de cet espace-là, en fait, j'observe l'expérience. Je ne suis pas identifiée à mon corps en train de vivre l'expérience. Je suis à la fois en train de ressentir l'émotion, mais en même temps, avec un certain recul, en sachant qu'elle n'est que passagère. C'est un espace de croissance post-traumatique qui conduit donc à la résilience. Et qu'est-ce que la résilience? Eh bien, ce n'est que l'histoire qu'on va se raconter pour survivre au trauma. Le principe actif de la résilience, c'est la nouvelle représentation qu'on va se faire de ce qui a été vécu. Et donc, comme j'ai été suffisamment traumatisée pour cette vie-ci, je ne vais pas me rajouter d'autres récits qui viendraient ajouter encore plus de peine. Ainsi, la boucle est bouclée. Nous revenons au départ de ce podcast où je vous invitais à bien choisir les récits qui vont déterminer votre destinée. N'oubliez pas que vos pensées, vos croyances engendrent votre expérience qui engendre vos émotions et ainsi de suite. Voilà pourquoi je ne me suis pas appesantie sur certains aspects qui expliqueraient facilement pourquoi vous en ayez marre, mais je vais néanmoins les citer. Il y a l'impression d'être coincé dans ce parcours, le manque de contact ou l'interaction limitée ou inadéquate, en ce compris les rapports sexuels. Il y a aussi la perte de sommeil, la perte d'appétit, les dérèglements hormonaux, l'anxiété, les besoins non satisfaits, donc constituant un ensemble de choses qui pourraient ressembler à une forme de maltraitance généralisée. Celle-ci pouvant conduire à la dépression si on n'y prend pas garde.
Et donc un soutien est clairement nécessaire plus que jamais à tous ces couples atypiques afin qu'ils puissent trouver de l'apaisement, une compréhension mutuelle et une connaissance et une conscience de soi. Pour sortir de cet état de lassitude et de ras-le-bol, eh bien, je vous souhaite de choisir un autre récit qui vous permettra donc la résilience et la croissance post-traumatique. Pour ce qui est de savoir comment différencier un récit de vie qu'on se postulerait ou alors des bobards ou des salades qu'on se raconterait dans une forme de déni donc. Alors je dirais que c'est la conscience placée dessus. En début de parcours, c'est moins facile de bien discerner, mais en fin de parcours, lorsque vous arrivez quasi en pleine conscience, eh bien, vous ne pouvez plus vous mentir. Je vous partage sur cette chaîne donc la narration que je me propose. J'espère qu'elle vous intéressera car tout le monde n'est pas intéressé à s'observer depuis le point de vue neurobiologique alors que nous sommes bien tous soumis à cette biologie. Dans le cas où vous en avez simplement marre, enfin simplement n'est pas le bon terme, mais dans le cas où vous en auriez marre de ce lien, mais que vous n'en attendiez rien, eh bien je vous propose d'aller vous questionner du côté de vos ressentis et de vos émotions, c'est-à-dire accueillir vos manques émotionnels, vos carences affectives, qui feraient que vous utilisiez sans vraiment le savoir ou le vouloir l'autre ou le lien comme un objet transitionnel à l'amour que vous aviez reçu de vos parents. Et ou observer s'il ne s'agit pas plutôt de votre besoin cognitif de comprendre les choses. C'est-à-dire que vous avez sans doute besoin de trouver une vérité ou un sens à ce que vous vivez. C'est quelque chose qu'on observe auprès des personnes avec un haut potentiel. Elles ont une quête absolue du sens, du beau, du bon et du bien. J'espère donc que ce podcast vous a été utile et qu'il vous a plu. Je vous remercie donc de le liker, de le partager ou de vous abonner et aussi de me laisser vos commentaires si vous avez envie de me partager quel est le besoin chez vous qui demande à être entendu. J'espère que ce podcast a pu vous apporter un peu de réconfort en cette période de fête que je vous souhaite très douce et chaleureuse. Je conclus ce podcast par un fait indéniable, c'est que tous nous vivons une communauté de sentiments. Nous avons tous les mêmes sentiments tout au long de ce parcours et donc nous sommes une même communauté de cœur. Nous ressentons tous le besoin d'être accueillis, compris et aimés inconditionnellement. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre bienveillance. N'oubliez pas que vous êtes tous des êtres sensibles, uniques et merveilleux.